Et voilà, nous avons été interrompus par les caprices du web. Je le dis depuis pas mal de temps, le web est saturé. Mais bon, ça sert à rien d'entrer en colère contre ça. C'est une panne. C'est momentané. Accepter et recommencer. C'est aussi simple. Bien, écoutez, nous allons reprendre la conversation avec Pierre Edel, qui est l'invité de la Web TV Étoile du Cœur en direct. Et peut-être vous faire écouter une chanson de Pierre Edel qui n'est pas simplement que l'interprète d'Amsterdam. Les rues ont des spasmes, elles sont tendues en tous sens, toutes ces rues en chiasme se croisent, elles pleurent et elles dansent, et je me lasse pas de les masser pas à pas, à user mes lacets sur leur dos lacéré. Tu m'as tout dit, tu m'as jeté tous tes sorts. Oui, mais moi j'en veux encore. J'ai pas tout compris. Tu m'as tout dit. J'ai recopié tes paroles comme on apprend à l'école. Maintenant je me relis. Les rues ont la migraine, elles se tordent de douleur, tant d'artères et de haine, au sang grisé de vapeur, et je me lasse pas de les tracer pas à pas, à réciter des sonnets comme au temps du passé. Tu m'as tout dit. Tu m'as jeté tous tes sorts. Oui, mais moi j'en veux encore. J'ai pas tout compris. Tu m'as tout dit. Mais moi je sais pas écouter. Alors si tu veux, je me tais. Dis-moi s'il te plaît. Ça, c'est la voix de Pierre Edel en français. Et le piano même de Pierre Edel. Je sais pas, j'avais mis le retour ou pas? Où je l'entendais. Tu l'entendais Je dans mes l'entendais. oreillettes, putain. Je suis en train de me péter les tympans. Ah ouais. Non, ça risque rien. Non, je D'accord. maîtrise. Alors, Céline m'a averti, mais j'avais quand même un œil sur mon écran témoin pour dire là, merci, ça y est, il y avait un point d'interrogation. Brice me dit que ça lui donne envie de regarder The Voice. Ah, Oui, mais Pierre n'y est plus. eh ouais, Pierre a été éliminé. voilà, Buvet éliminé. exactement. Alors, une question de... Vous pouvez lui poser vos questions à Pierre. Hein. Le principe, c'est l'interactivité aussi. Nico écrit, selon Pierre, qu'est-ce que être rock en 2014? Être rock. Rock. Être rock en 2014, c'est très certainement essayer d'être le moins 2014 possible en fait. Mais rock, ça a toujours été la même chose. Hein. Quand on voit ce que sort Jack Black ou ce que sort... Finalement, il suffit de regarder la scène british, quoi. C'est eux qui ont inventé le rock et il suffit de voir ce qu'ils font. Et ils font toujours la même chose. Et ça déchire. Tout ce qui sort, ça déchire. C'est sale et c'est peaufiné en même temps. C'est choquant et en même temps c'est super classe. Voilà quoi. Si on veut être rock, il suffit de... Voilà, il faut être british pour être rock. C'est tout. Ça a toujours été comme ça, je pense. Alors, Jean-Claude pose la question, est-ce que The Voice t'a aidé, Pierre? Si ce n'est pas le cas, tu as un bel avenir devant toi. C'est mon petit doigt qui me le dit. Dis donc, Jean-Claude, ton petit doigt... Hein. Bah, merci beaucoup. Et bien sûr que ça m'a aidé. Ça m'a apporté plein de choses. Déjà, plein de gens que j'ai rencontrés dans la rue, sur Internet. Voilà, bah, je suis là ici grâce à The Voice, je pense aussi. Et puis... Surtout grâce à Vincent. Voilà, bah, mais il a dû me découvrir, Vincent, grâce à ça. Oui, mais tu sais, on apprendra peut-être à se connaître ou on se reverra peut-être plus jamais, j'en sais rien.
L'essentiel est de s'être rencontrés. Mais si je n'avais pas été présent ce soir-là, je ne pense pas que j'aurais dit oui à d'autres candidats. Tu sais, non pas que je crie ou que je jette, non, mais même, je vais te dire, là, je te regarde les yeux dans les yeux parce que nous on est en face, Ouais. je pense même que Jacques a dû donner un petit coup de main. Bah, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Franchement, c'était un honneur de pouvoir chanter ça sur TF1, quoi. Et je me rends compte quand même que c'est une industrie qui bouge petit à petit, pas forcément qu'elle fait plus de place aux petits, mais qui se rend compte que si elle veut rester grande et que si les grands veulent garder leur place, ils vont être obligés quand même de se bouger le cul se bouger le cul et de faire gaffe à ce que nous on a envie d'écouter et de chanter aussi. Oui. Et ça fait plaisir de voir tellement de personnes qui ont 15 ans, 20 ans, 25 ans comme nous, les participants de The Voice, de chanter quand même. On a rechanté, il y a eu 3 chansons de Brel jusqu'ici, et il y a eu 2 ou 3 Gainsbourg aussi, quoi. Donc voilà. Personnellement, tu préfères le direct au différé ou à l'enregistré? Parce que c'est bien de mimer, tu vois, parce que faut bien quand même. Je pense que les téléspectateurs sont pas idiots. Ils doivent savoir que 98% des émissions sont enregistrées, mixées, coupées, montées, alors que le direct, tu vois, c'est ce que là on vient de vivre. Une panne. Bon, on continue. On peut pas se le permettre. Mais et surtout, c'est que là, quand je dis c'est du direct, quoi qu'il y en a qui trouvent le moyen aussi de faire du playback dans des émissions en direct. Mais là, on sent vraiment, c'est le direct, toi, ça ne trompe pas. C'est comme quand tu es sur une scène, quand tu joues une pièce de théâtre, tu ne peux pas faire semblant. Ah non, c'est le sûr. cinéma, on coupe, la radio, c'est ça. on peut... Ce qu'on appelle le spectacle vivant, en fait. C'est génial. C'est génial d'être... Moi, enfin, de toute façon, même pendant les différés, on avait un public de 500 ou 600 personnes. Donc moi, je le prends toujours comme étant du direct, quoi qu'il arrive, même si je suis dans... quelle que soit la situation, de toute façon, il faut donner du meilleur, quoi, quelque chose de positif, quelque chose de vrai. Si tu te dis, bon allez, là de toute façon c'est du différé, je vais faire mon truc, j'en ai rien à foutre, après ils vont me faire les plans, et puis ça va vendre du rêve, tu peux pas durer bien longtemps comme ça. Donc il faut se bouger le cul quoi qu'il arrive, que ce soit sur 10 minutes 30 comme sur un prime, comme 2 minutes 30 sur un prime, 30, ou 3 heures de concert. Il faut être focused, comme il dit Van Damme, quoi. Il faut être vraiment en contact avec le public, se rendre compte que tu chantes pour les autres aussi, pas que pour Que ta se gueule. passe-t-il dans la tête de Pierre Edel au moment où tu as le micro, tu te retrouves devant les projos, c'est le direct? À quoi as-tu pensé? Est-ce que tu as pensé déjà? Et si tu as pensé, est-ce que tu t'en souviens? Ben moi, en général, quand je pense, j'essaie d'être assez... je suis assez concentré sur les vibrations de ma voix, sur ma musique. Et puis voilà, ça me remplit ce que je chante. Ça me remplit et ça me donne du plaisir, et c'est ça qui est, voilà, je suis dans le truc de l'instant présent. Et en même temps, si le public réagit assez bien, ben je vais à la rencontre du public pour sauter dedans, ou pour lui prendre la main, pour un regard, un truc. C'est ça, quoi. Dans le meilleur des cas, vraiment, c'est avec le public que ça se passe. Alors, une autre, oui, c'est moi avec mes oreillettes. Ça m'a un petit peu déconcentré. Parce qu'il faut reprendre le direct comme si rien n'était, tu vois. Donc c'est un peu déconcentrant parce que ici il n'y a pas toute une équipe de techniciens, hein. Monsieur fait tout. Voilà, t'es tout seul. De temps en temps j'ai une petite casserole au cul, mais monsieur fait tout. Nico écrit: à quand une reprise de la chanson Le Bon Dieu de Brel par Pierre Edel? Ça serait intéressant. Tu connais? Moi, si j'étais le bon Dieu. Je m'en souviens pas, tu vois. T'en souviens pas? Je m'en souviens pas. Ouais. Du peu que j'ai entendu de Brel quand il parle de Dieu. C'est rigolo. Je me retrouve pas vraiment dans ce qu'il dit à ce niveau-là, mais pourtant les premières chansons de Brel, l'abbé et Brel, ça dépend en fait. Faudrait que je creuse le sujet. C'est vrai que moi je connais pas tout Brel. Là je serais capable peut-être de te sortir 10 ou 15 chansons, mais pas plus, je pense. Quand même. Bah des titres, hein. Oui, parle avec la mélodie et tout. Peut-être pas beaucoup plus. Par contre, j'étais extrêmement friand de tous les interviews que j'ai vues de lui sur YouTube. Je les ai regardées et re-regardées des milliards de fois. L'interview avec Knocke. J'aime beaucoup ce qu'il dit, quoi. Je me retrouve pas toujours dans ce qu'il dit, mais la façon dont il dit, c'est génial, quoi. Quand il sort, voilà, on est en 1966 ou je sais plus quoi. Je trouve qu'en 1966, on devrait plus avoir montré son cul. C'est génial qu'ils disent ça. Parce que moi, en 2014, ce serait évident de sortir une phrase comme ça. Ce serait évident. Et pourtant, on s'y attend pas. Les remparts de Varsovie, Madame promène son cul. Oui.
Comme quoi, voilà. Là, j'ai envie de dire, on n'est pas. L'industrie du spectacle, elle date pas d'hier, quoi. Il y a une question qui me trotte dans la tête depuis un moment et je me dis à quel moment je vais pouvoir la lui poser. Alors, Après la mort, ouais. Bah, la mort. je voudrais parler après la vie. Ouais. Parce que je ne dis pas qu'il y a la mort, je dis après la vie, il y a une autre forme de vie. Écoute, moi, Quel est ton point de vue? je suis vraiment en parfait accord avec ce que disent les Védas. C'est-à-dire que pour moi, voilà, j'ai trouvé la vérité là-dedans. Je cherche absolument pas à l'imposer à qui que ce soit. Mais les Védas disent que l'âme est éternelle, nous sommes des âmes, nous ne sommes pas ce corps. Donc après la mort du corps, l'âme, elle se réincarne dans un autre corps. Et quand elle a fini son cycle de réincarnation dans ce monde matériel, elle retourne au monde spirituel d'où elle vient, même si elle ne s'en souvient pas. Donc le but de la vie dans le corps humain en tout cas, c'est de se souvenir de sa nature spirituelle éternelle pour pouvoir rentrer au royaume universel spirituel, d'où on vient à la base, où il n'y a ni mort, ni souffrance, ni naissance, ni vieillesse, ni maladie, etc. Ça, c'est mon point de vue, c'est le point de vue des Védas et je suis en parfait accord avec ce point de vue. Voilà. Aurais-tu vécu une expérience? Une expérience un Pierre peu... Edel. Question qu'on ne te posera peut-être plus jamais. Ouais, c'est quoi le mot déjà? Ésotérique, non, c'est pas ça. Mystique, enfin un truc comme ça. Oui, mystique. Oui, ça m'est arrivé. Mais j'ose employer le mot mystique. Allons-y. J'ai jamais cherché à le mysticisme, quoi. Ça a jamais été mon truc. Moi, c'est plus la spiritualité vue d'un point de vue philosophique. Voilà, scientifique, j'ai même envie de dire. Non, mais tu aurais pu vivre, par exemple, une sortie de corps ou ce genre de truc, ça m'est arrivé, des trucs comme ça. Petit voyage astral. Des petits voyages astro, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Mais je croyais déjà dur comme fer à ce que je viens de dire. Et tu en parles autour de toi? Pas spécialement, parce que les gens peuvent pas vraiment... Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts à entendre ce genre de choses. Donc, c'est pas la peine de parler de choses que les gens, de toute façon, ne sont pas prêts à entendre. Et non pas que je me sente supérieur aux gens en parlant de ça, mais c'est juste que moi, il y a 5 ans, j'aurais pas été capable d'assimiler une telle information. Donc, bon, si je viens voir quelqu'un qui est charpentier et que je lui parle toute la journée de recettes de cuisine, à un moment donné, je vais le faire chier un peu avec mes trucs. Voilà, à moins qu'il soit très ambivalent. Mais c'est un peu ça le truc, quoi. Je vais pas venir faire chier TF1 avec des histoires de voyage astro, tu vois. Mais voyage astral ou pas, j'ai eu des expériences, mais j'avais pas besoin de ça pour croire. Je croyais déjà avant ça, dur comme fer. Tu croyais à quoi? À ce que je viens de te dire, au fait que nous sommes des âmes, que Dieu est une personne, pas une masse informe d'énergie abstraite, même s'il y a du vrai là-dedans aussi, on peut en discuter, et au fait qu'on est éternellement lié à lui et que nous n'avons rien à voir avec ce corps et avec ce monde matériel, et qu'on est là juste pour faire notre expérience, pour se prendre un peu, pour jouer à Dieu. Voilà. J'aime bien ce que tu viens de dire. Quelle maturité! Je ne dirais pas quelle sagesse, mais quelle maturité. C'est pas moi qui le dis, donc ces paroles. Non, mais moi, ce que j'aimerais, c'est. J'aimerais bien que ce soit Pierre Edel qui parle, tu vois. Écoute, je le dis en connaissance de cause et en y croyant vraiment. Voilà. C'est quelque chose que. Voilà, là, tu m'auras pas. Hein. Moi, c'est ce que Pierre, ce que dit Pierre, les Védas, c'est bien, mais c'est ce que dit Pierre qui est important pour moi. Eh ben, c'est ce que je dis alors. Voilà. Mais en aucun cas je m'approprie cette philosophie, en aucun cas je dirais que c'est ma philosophie. C'est pour ça en fait que je dis que c'est pas moi qui le dis, parce que y a toujours le danger de basculer dans le gourouisme, voilà, et d'en prendre, de picorer par-ci par-là et de se dire j'ai inventé cette philosophie, ce courant, ceci, cela. C'est vrai que le syncrétisme est très à la mode, hein, on en prend de tous les côtés. Non, mais le marketing spirituel, je déteste ça. Toi aussi ? Je supporte pas ça, quoi. Je préfère un bon laïc ou un bon athée dur de dur plutôt qu'un mec qui est un peu le cul entre deux chaises et qui vend ses bouquins pour se faire mousser soi-disant spirituel. Voilà. Personnellement. Tu as chanté des mantras ? Oui, j'en ai même sur internet, j'aurais dû t'en envoyer. Non, mais est-ce que tu pourrais faire la sans guitare avec Capella? Tu connais Capella? Ah oui, bah oui, bah je crois qu'il est là. Ah bah ouais, il est là. Okay. Il y avait Maître Capello, mais à Capella, c'est pas mal non plus. Il est toujours avec moi. Tu pourrais? Tu peux? Ouais, il le peut. Pourquoi pas? Namaste Naishingayam Praladadadadaini
Hiranyakashipu Shiratankarnakalaye Iton Rishingo Paraton Rishingo Yato Yato Emitaton Rishingo Bahir Rishingo Hridaye Rishingo Narishinga Madin Sharanam Prapadi Tavakara Kamalavare Nakam Abgota Shringam Dalita Hiranyakashipur Tanubringam. Merci Pierre. Voilà. Je t'ai regardé. Au fur et à mesure, tu es entré dans le mantra. Ça n'a pas été immédiat. Non. Tu as mis quelques secondes. Tu sais, les bhajans, les kirtans, c'est des styles de musique qui durent des heures et des heures et des heures et des heures. Hein? Pour pénétrer la chose. Parce que comme on est tellement habitué à vivre de façon superficielle, Mhm. le temps de rentrer dans quelque chose comme ça, voilà, plus on est, et plus ça dure longtemps, et plus c'est profond, et plus tu ressens des choses, comme tu dis, mystiques. Mhm. Voilà, la transe, tu peux appeler ça comme tu veux. On faisait des nuits au Bengale. Il y a un kirtan qui dure 24 heures sur 24 depuis 30 ans là-bas dans le village où j'étais. Que voyais-tu quand tu as fermé les yeux? C'est indescriptible. D'habitude, quand on ferme les yeux, on voit la pénombre. C'est sombre, c'est notre mental, quoi. C'est sombre, tu vois. Et là, quand tu fermes les yeux, c'est lumineux. Et c'est à peu près le seul parallèle, aphorisme, je sais pas comment appeler ça, que je pourrais te donner, quoi. Mais c'est incroyable. C'est incomparable, en fait. Voilà. Tu te sens en accord dans cette société dans laquelle tu vis? Tu parles de société française. L'humanité. Ouais. Si je suis là, c'est moi qui l'ai choisi. Hein. Mhm. Donc j'ai intérêt plutôt à assumer mon truc. Donc tu as choisi les parents aussi? Oui. Oui, j'ai tout choisi moi-même, bien sûr. Le karma, le destin, t'appelles ça comme tu veux. T'es responsable pour tout dans ta vie. Donc les échecs, tu les choisis aussi? Bien sûr. Mhm. Ouais. Après, c'est une chose d'en avoir la conscience, de le savoir. À l'accepter, c'est autre chose. Moi, je suis pas encore capable de l'accepter à 100%. Sinon, je serais un saint. Mais au moins, j'en ai conscience. Et rien que ça t'aide dans ta vie. Ça t'enlève un poids énorme, quoi. Et puis ça te permet d'avoir de la compassion et de la compréhension pour les gens et de te dire, bon, lui, s'il me fait chier, c'est parce que c'est un instrument dans les mains du destin et il est là pour m'apprendre quelque chose. C'est tout. Et quand tu vois l'exemple des grands saints de n'importe quelle religion qui ont, à commencer par Christ, quoi, qui aurait pu choisir de s'enfuir, mais qui a accepté de prendre sur lui la souffrance du monde, tu dis, bon, il y a encore du chemin, quoi. Mais c'est bien, ça donne espoir. Hein. Tu te dis, il y a encore du chemin. Pour respecter l'écriture? Pour ce qui avait été annoncé? Je sais pas. C'est une question de ressenti aussi. Hein. On est tous des individus, on a tous une individualité qui nous est propre. Ça, voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que moi, le bouddhisme, c'est une religion, une spiritualité que j'honore et que je respecte énormément. Mais je pourrais jamais faire partie de ce courant-là parce que c'est un courant impersonnaliste où il n'y a pas de place pour le personnalisme. Voilà. Alors que les religions, même chrétiennes, etc., à certains niveaux, elles sont personnalistes. Tu veux dire il n'y a pas de place pour l'ego? En fait, il n'y a pas de place pour l'individualité. C'est-à-dire que ça s'arrête au niveau du bonheur parfait, du brahman, du nirvana, tu peux appeler. Et c'est déjà un niveau très 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 haut. Hein. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a encore au-dessus. C'est la personne de Dieu, pas l'effulgence, on va dire, lumineuse, tu vois, mais vraiment la source, quoi. Dieu, la personne suprême. C'est ça qui est un peu le but. Voilà. Comment le vois-tu, Dieu, cette énergie? Dieu, la personne suprême, écoute, on peut le... Oui, je parle pas du mec sur un nuage avec la barbe et les cheveux longs. Hein. S'il est capable de se présenter à toi avec une barbe et les cheveux longs sur un nuage, s'il en a envie, bien sûr. Oui, mais tu sais, assis sur le rebord du monde, Cabrel chantait. Ouais. Hein,
dans quel état, ce monde que j'avais fait, dans quel état l'homme l'a mis. C'est clair. Après, je le vois de différentes façons, mais déjà il est là toujours. Ça c'est l'une des visions, et puis il est très loin et très proche à la fois en fait. C'est ça qui est paradoxal. Mais n'importe qui peut le voir. Si on en a vraiment envie, on peut le voir. Mais il faut en avoir envie. Pour ça, il faut accepter de faire brûler un petit peu l'ego sur le bûcher des vanités. Ne serait-ce qu'un petit peu. À quel âge tu as pris conscience de tout ça? Tu sais, tu me désarçonnes pas, non, mais tu me surprends agréablement. Ouais. Je veux dire, une fois encore, j'allais dire merci mon Dieu, parce que c'est vrai que les rencontres, c'est encore Jacques Brel. Je regarde toujours la main sur le curseur de ton micro pour, quand tu tousses, éviter que... Jacques Brel disait... il n'a pas été le seul à le dire, mais Jacques disait, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres inévitables. Certes. Tu connaissais ça? Ouais. Bah évidemment. Parce que si on croit au hasard, à ce moment-là, ce monde n'a aucun sens. Tu vois, je veux dire, pourquoi il y en aurait qui seraient riches, d'autres pauvres, d'autres qui souffrent, d'autres qui prennent du plaisir? Ça n'aurait aucun sens. Et à ce moment-là, on fait ce qu'on veut dans la vie. Mais on voit bien que de temps en temps, on a des prises de conscience et on se dit, je vais sacrifier un peu de mon plaisir à moi pour le plaisir de quelqu'un d'autre. Donc ça, si on a cet instinct, ça veut dire qu'il y a une justice immanente. Voilà. Qu'on soit plus ou moins croyant, plus ou moins pratiquant, c'est un truc c'est instinctif. En tant qu'âme, on le sent. Donc évidemment, le hasard n'a pas sa place dans ce monde. Il n'en a pas. Toi, ta prise de conscience, elle est apparue à quel âge? Tu t'en souviens? Oui, bien sûr. C'est ma femme qui m'a introduit un peu là-dedans. Donc c'est récent. Ça fait 5 ans. C'est récent, c'est tout récent. Ouais. Tu penses que... Excuse-moi la vulgarité de mes propos. Tu penses que tu étais un sale con avant ou... Ah, j'étais encore plus un sale con qu'aujourd'hui. J'étais un enfoiré de première, moi. Je m'autorise parfois de poser des questions. Mais elle est très pertinente, cette question. Non, j'étais vraiment atroce, ignoble, abominable. Mais elle a réussi à voir en moi ce petit truc... l'âme est pure. Donc elle a réussi à voir à travers tout ce truc qui m'entourait, toutes ces impuretés, elle a réussi à décerner la petite lumière. Voilà. Et j'ai réussi à faire un peu le ménage grâce à elle. Donc voilà. Donc oui, 5 ans, c'est pas grand-chose. Mais ça a été très intense. C'est énorme. C'était intense. C'est énorme. Ouais. Demande à quelqu'un qui va mourir s'il lui reste encore 5 ans. Oui. C'est énorme. Certes. Demande à une femme qui va enfanter. Et ouais. Le temps, le temps qui n'existe pas. Ouais. Il est relatif. Parce que l'instant présent est déjà passé. Ouais. Céline, qui est très observatrice, regarde tes tatouages, et c'est marrant parce que j'allais te poser la question sur ces tatouages. Ouais. Je crois savoir ce qu'ils représentent, mais Céline, qui, je le rappelle, anime une fois par mois Petit Théâtre et compagnie, écrit « Qui est l'homme sur le bras droit de Pierre ?» Alors, je sais pas si on le voit bien là. C'est-à-dire qu'il est plus connu pour sa période 50 ballets que sa période 30 ballets. Et c'est un peu pour ça que je me le suis fait tatouer quand il avait 30 balles. C'est Serge Gainsbourg. Je sais pas si là, on voit bien. Ouais, c'est bien, c'est bon, ouais. Voilà. C'est bon, ouais. Je prendrai une photo tout à l'heure en gros plan, ouais. C'est Serge, version un peu old school, quoi. C'est des traits très, très gras. Et c'est un peu BD, quoi. Voilà. C'est pas un portrait, on va dire, très réaliste. C'est pas le but, quoi. C'est Serge. Voilà. J'ai eu une très grosse période Serge et j'adore ce mec, quoi. Il est génial. Avec tous ses... Pour son irrévérence, pour son impertinence, pour la qualité musicale, pour la qualité de ce qu'il a écrit. Ouais. Parce qu'il a quand même plagié pas mal. Hein. Ah ouais. On est d'accord. Hein. Mais c'est vrai qu'il a eu des traits de génie. Il y a des chansons. Mais moi, pourquoi j'ai fait un portrait 30 ballets parce que ses albums préférés, pour moi, ça restera toujours les premiers trucs qu'il a sortis, la période vache maigre. Pas parce qu'il y a un côté grossier vulgaire dans les derniers, hein, ça me fait marrer aussi. Mais parce que moi, quand j'écoute des araignées sur le plastron de mon smoking, quand j'écoute l'alcool, la chanson L'alcool, c'est désolé, j'en ai pas lourd. Dans les vapeurs de l'alcool, je vois mes châteaux espagnols, mes haras et toutes mes duchesses. C'est énorme. Tu l'écoutes, moi je l'écoute ce truc. C'est énorme, quoi. Voilà. Bon, Love on the Beat, c'est rigolo. Mais il n'y a pas une telle profondeur quand tu écoutes cette chanson-là.
voilà, c'est une bombe atomique, quoi. Et 48 heures, j'avais consacré une émission à Antonin Artaud, que je te conseille de découvrir. Qui a écrit des chansons sur Artaud? Gainsbourg et Damien XVI, que tu dois connaître. Bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses d'un Damien XVI? Je le connais très peu. Je l'ai jamais rencontré, hein. Je veux dire, je connais sa musique très peu. Que lui aussi sort du lot, Damien. Ouais. Bah, moi, je l'ai découvert avec Jeune Écron à l'époque, évidemment. Musicalement, je trouvais que c'était extrêmement plagié sur l'album, évidemment, Ultra, qui a fait un tabac de Noir Désir et 66667 Club. Je trouvais que c'était extrêmement plagié sur Un jour en France. Mais les paroles, c'était super bien produit. Musicalement, ça tenait la route. Et les paroles étaient quand même, franchement, bien chiadées. Des petits sous, encore des petits sous. Voilà. La carte bleue dans la chatte. C'est ça. Il y a des trucs qui te restent dans l'oreille. Ouais, tu parles de Noir Désir, le retour de Bertrand Cantat sur la scène. J'ai lâché l'affaire quand j'ai entendu, je sais plus quoi, Le Temps des Cerises, machin, j'ai lâché l'affaire. Mais moi, c'est le seul groupe Noir Désir dont j'ai acheté tous les disques à l'époque et que je connais tous les disques par cœur, quoi. Et pour moi, ça restera c'est malheureux à dire, mais pour moi, ça restera le plus grand groupe français, tout style confondu. Au niveau rock, quoi. Et la question c'était Cantat revient sur la scène après ce qui est arrivé. Ouais, mais déjà le guitariste, j'avais cru voir quelque part qu'il avait lâché l'affaire, Tessoguet, là. Donc déjà sans lui, je sais pas si ça vaut le coup. Et puis Cantat, au-delà de ce qu'il a fait, et ce qui est malheureux, c'est malheureux pour lui, c'est malheureux pour elle, c'est malheureux pour tout le monde. C'est terrible. Mais je crois qu'il était bien ravagé, quoi. Et à un moment donné, j'en sais rien, quoi. Franchement, si je devais passer par ce que lui il a vécu, je sais même pas si je serais vivant, quoi. Tu vois, je suis incapable de juger quoi que ce soit là-dessus. C'est une tragédie, quoi. C'est une traversée du désert. Nico parle justement des origines russes et de Gainsbourg. Il y aurait aussi peut-être. C'est drôle. C'est rigolo, ouais. En plus, russe ashkénaze, vraiment le truc. Lucien Ginsburg. J'en connais une d'ailleurs, une russe qui s'appelle Ginsburg. C'est rigolo. C'est vrai qu'il y a un mariage franco-russe qui a toujours existé, qui existera toujours, qui s'estompe un peu avec les conneries qu'on peut dire sur la Russie dans les médias depuis pas mal d'années. Mais on restera toujours des peuples très, très fraternels et très amoureux l'un de l'autre, la preuve en est. Et voilà, ça passera jamais. Mes amis que j'ai emmenés en Russie, ils sont soit restés là-bas faire leurs études, soit ils sont mariés, soit ils ont ouvert des boîtes là-bas. Donc, malgré toutes les conneries des médias, la vérité reste la vérité. Les Russes adorent les Français, et les Français qui se donnent la peine d'aller en Russie et de découvrir la Russie adorent la Russie. Donc voilà, c'est comme ça. Sinon, les autres tatouages, y a-t-il un peu une inspiration hindoue? J'ai pas spécialement eu le temps de faire de tatouage en Inde et pas celui-là là, le végétarien, c'est un dévot Hare Krishna qui me l'a fait, donc forcément ça va voir avec. Il y a le côté chrétien aussi. Tchac, je sais pas si on voit bien là. Oui, il y a une ouais. Voilà. Ah ouais, d'accord. Donc il y a le homme. Tu en as que sur les bras, autour du cou, tu en as sur. Ah, j'en ai partout. Sur le dos aussi. Ouais, j'en ai une quarantaine. Ah ouais. Ouais. J'en ai partout. C'est un truc, j'ai commencé, j'avais 16 ans, si tu veux, donc ça fait 10 ans là. Et la collecte, elle commence à être sacrément importante. Une recherche d'identité? Au début, ouais. Maintenant, c'est un peu plus par inertie, parce que j'aime ça, je trouve ça esthétique. Mais quand j'avais 16 ans, ouais, je m'assumais pas du tout, donc je voulais ce truc. Il y en a qui font de la muscu, il y en a qui, j'en sais rien, qui s'habillent de telle ou telle façon. Moi, c'est passé par les tatouages. Voilà. Et puis j'ai continué parce que j'aime ça, je trouve ça drôle. J'ai été tatoueur pendant quelques mois. Je me suis même tatoué moi-même. Et puis c'est un monde que j'aime bien. J'ai étudié un peu l'histoire du tatouage. C'est super intéressant. C'est quelque chose qui me correspond bien. J'aime les tatouages même. Un message de Vincent Hamin, lui aussi qui est venu parler à ta place. Lui a vécu une drôle d'expérience.
ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, enfin de génial. mort provisoire. Enfin, génial. Oui, je veux dire, il y a très longtemps, très il a enfin osé en parler. Il est venu en témoigner ici. Son livre va bientôt sortir. Vincent écrit: bonsoir JC, J-3 pour toi. Ah bah oui, dans 3 jours, c'est la sortie de mon premier bouquin. Et cela me réjouit. Pierre a cette fraîcheur spirituelle que bien des gens envient. Cette authenticité lui apportera ce qu'il cherche, une spiritualité universelle. Courage, le chemin est long, il est glorieux. Tu sais de quoi je parle. Bis à vous deux. Merci Vincent, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est rare de pouvoir parler de ce genre de choses. C'est vrai qu'on est plutôt... on est plutôt amené à parler de choses matérielles, et c'est ça qui est génial avec la musique, c'est qu'on peut véhiculer des choses subtiles, spirituelles, un peu en marge, tout en restant un peu dans le cadre de la bienséance. C'est pour ça que j'aime la musique. On peut dépasser les bornes sans que ça se voit trop. Se permettre... c'est l'art, quoi. On peut se permettre des choses. Du temps de l'URSS, ça c'est ma mère qui me racontait ça. Il y a des films qui étaient censurés. Et il y a un film dont le nom m'échappe malheureusement. Et en fait, il y avait tellement de trucs qui passaient mal à la commission de la censure que le réalisateur il s'est dit bon, là soit mon film je peux le jeter à la poubelle, soit ça va devenir tellement édulcoré que ce sera de la merde, quoi. Donc il s'est dit, à la fin du film, je vais mettre une image de bombe atomique qui explose, un champignon atomique. Et du coup, le jury, les censeurs étaient tellement choqués qu'ils lui ont dit: non mais tu me vires ce champignon atomique à la fin. Et ils ont oublié tout le reste. C'est un film en noir et blanc ? Non, c'est pas c'était celui-là. un film des années 70, je me souviens plus. Mais du coup, ils ont fait une fixette sur le champignon atomique. Il a viré le truc et ils ont oublié tout le reste et il a pu passer son film. Donc c'est pour dire, voilà, l'art c'est toujours... Il y a des trucs géniaux, quoi. On peut passer à travers n'importe quel filet, quoi. Que penses-tu de la religion orthodoxe ? La religion orthodoxe, c'est une religion magnifique, en voie de disparition, puisque, à part en Russie et en Grèce, voilà. Il y a plusieurs églises orthodoxes, il faut le savoir, c'est important. Entre autres l'église orthodoxe grecque, l'église orthodoxe russe, il y en a plusieurs autres qui m'échappent. Je crois qu'il y a une église orthodoxe arménienne, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est ça. Et qui est malheureusement très mal représentée par ses plus grands représentants, parce que moi quand je vais rentrer dans un temple, que ce soit un temple catholique, musulman, Hare Krishna, chrétien, quel qu'il soit, je ressens toujours la même chose, quoi. Donc peu m'importe. Donc je vais souvent évidemment dans les basiliques et les églises orthodoxes en Russie. Et quand je vois ou que je rencontre des prêtres orthodoxes, pour moi c'est un rayon de lumière, quoi. Ils sont tout maigres. Ils ont des barbes comme ça, ils sont habillés comme des gueux, comme on dit, voilà. Et puis ils sont d'une simplicité incroyable. Ils rayonnent, c'est la folie, quoi. C'est vraiment... c'est un rayon de lumière, quoi. Et voilà, quand on voit... je vais pas citer les noms, mais ceux qui chapeautent ça, ils sont en surpoids, ils ont des montres en or, ils ont toute la bijouterie, ils conduisent des Mercedes et puis ils se plantent bourrés contre d'autres bagnoles, Tout le monde sait de quoi je parle. Donc l'église orthodoxe, c'est quelque chose de magnifique, mais à bien dissocier de ses représentants actuels, malheureusement, des représentants qui sont vraiment tout en haut de la pyramide. Toi qui as appris les arts appliqués et que tu as laissé abandonner, tu as lâché ça à 13 ans ou à 16 ans. J'ai lâché à 16 ans. À 16 ans, oui. Ouais. L'icône. Tu connais l'art de l'icône, c'est extraordinaire. Évidemment. J'étais à la galerie Tretiakov là, en janvier avec ma femme, et il y a des icônes qui ont, si je dis pas de bêtises, 1000 ans ou quelque chose comme ça, quoi. Vraiment. Mais des trucs qui font 5 mètres sur 5, avec... il y a une vibration qui est pareil, il faut le voir, en vrai. Tu peux regarder le truc dans les bouquins, c'est joli, machin, mais il faut le voir. Il faut venir à la galerie Tretiakov à Moscou pour voir ce que c'est, quoi. C'est incroyable. Il y a une vibration exceptionnelle. Et le fait que chez les orthodoxes, le Christ ne soit jamais représenté sur la croix, c'est sympa quand même, non ? Alors, ouais. Mais c'est pas cette image de Jésus souffreteux, douloureux, les mains et les pieds ensanglantés.
Il est descendu de la croix. Il Bien est sûr, ressuscité. Ça sert à quoi de continuer de le mettre sur la croix? Je pense à un film que tu as peut-être vu, le Christ recrucifié de Nikos Kazantzakis. Non, je l'ai pas vu malheureusement. C'est pas Nikos Aliagas, hein. Nikos Kazantzakis, ouais. Non, j'ai pas vu ce film. Je pense que chacun, en fait, comme on est des individus, et comme chacun du coup a sa relation unique avec Dieu. Tous les êtres vivants, il n'y a pas deux êtres vivants qui aient la même relation avec Dieu. Et du coup, toutes les religions existent pour ça, pour que chacun puisse avoir cette possibilité de réaliser sa propre relation avec Dieu. Et au sein même d'une religion, il n'y a pas deux personnes qui aient la même relation. Vraiment, c'est ça qui est très important à comprendre, que ce soit pour les religieux ou les non-religieux, que ce soit pour les néophytes ou les plus avancés. Laissez chacun avoir leur relation avec Dieu. C'est notre papa. Moi, j'ai une sœur, je la vois, elle aime notre papa d'une façon qui n'a rien à voir avec la façon dont moi j'aime mon père. Donc je vais pas aller la voir, lui dire tu fais chier là, c'est pas comme ça qu'il faut l'aimer papa, c'est comme ça. Tu vois, donc effectivement, moi c'est quelque chose qui me parle pas forcément, le Christ douloureux, ensanglanté, etc. Mais je me dis, ils ont besoin d'aimer Dieu de cette façon. Donc je me dis, bon, bah, c'est leur truc. Voilà. D'accord. Isabelle demande la croix sur le bras droit de... Ouais. On va quand même pas faire tout le tour de tous les tatouages de Pierre et d'elle, mais bon. Faudra une émission à part. C'est vrai qu'il... oui. C'est vrai, oui. Alors cette croix. C'est une croix que j'ai fait quand j'avais 17 ans. C'est le plus vieux tatouage qui me reste parce que le premier que j'ai fait à 16 ans, je l'ai recouvert pour l'agrandir. Donc ça, c'était le deuxième, c'est le plus vieux qui me reste. Il a bien vieilli. C'était à la base une croix, on va dire... Il y a des petits triangles qu'on voit pas autour. C'est une croix mélangée avec un pentagramme, en fait. C'est une sorte de yin-yang, mais je voulais faire quelque chose d'un peu de personnel. C'est un peu naïf comme truc, mais bon, d'un point de vue esthétique, je l'aime bien. Voilà. Donc moi, il me reste plus que le côté esthétique. Et voilà. le t-shirt avec... ça ressemble un petit peu, mais en loin, à la croix, tu sais, du sud-ouest, là, comment ça s'appelle Ah oui, la croix de Saint-Georges, non, c'est pas ça. Non. Bon, moi, ça va me revenir, là. Ou alors, aidez-moi. Je vois de quoi tu parles, oui. Ça ne me revient plus. À la croix celtique oui, aussi, oui, tu vois. La croix de fer aussi était inspirée de ça. Oui, alors ça, c'est génial. On a été invité chez Reebok, et on a eu le droit de dévaliser un peu le magasin avec les participants de The Voice. C'était sympa. Tant qu'à faire. Hein. Moi, j'ai surtout pris tout de suite une paire de baskets pour ma fille. Et puis je me suis pris ce petit t-shirt sympathique. Voilà. Alors, l'ordre monastique Vaishnava, voilà. Tu savais que c'était la seule institution Gaudiya Vaishnava qui avait été reconnue légalement par l'État français en tant que congrégation religieuse. Exact. Décret du Premier ministre François Fillon. Exact. C'est assez récent, au même titre que les congrégations catholiques, protestantes et bouddhistes. Ouais. Alors, quand on me parle de secte, ça me fait doucement rigoler. Hein. En plus, ça a été enregistré à Los Angeles en 1965 ou 6, il me semble, donc c'était déjà reconnu par les États-Unis. Donc c'est... voilà, en tant qu'on va dire sur le papier, oui, il n'y a aucun souci. Donc, qu'est-ce qui t'a enchanté dans cette découverte? Bon, ton épouse, bien sûr, mais après, tu es libre d'adhérer ou de ne pas adhérer. Tu l'as fait par amour ou parce que ça correspondait à... Ce qui est drôle, c'est qu'elle m'a jamais prêché ça, et pendant un an, j'ai vécu avec elle sans savoir du tout qu'elle faisait partie de ça. Et à un moment donné, j'ai touché le fond, donc je me suis dit, il est temps de rebondir. Et je la voyais à côté de moi qui arrivait à rester heureuse malgré ce que moi j'endurais et je la faisais endurer. Et je lui ai dit, mais comment t'arrives à rester heureuse comme ça avec un connard pareil? Et elle m'a dit, écoute, puisque tu me le demandes, je t'emmène voir des amis et puis tu te feras une idée par toi-même. C'est tout. Elle m'a jamais prêché quoi que ce soit, elle m'a jamais imposé quoi que ce soit, elle m'a jamais raconté quoi que ce soit. Donc voilà, on ne peut enseigner que par son exemple. Une fois de plus, c'est comme l'éducation des enfants, je pense, et l'éducation en général, quoi. Pour transmettre quelque chose, il faut le vivre soi-même et il faut l'avoir intégré. Tu vois, donc les parents qui battent leurs gosses parce qu'ils les ont chopés derrière le garage avec une clope, s'ils fument, ils ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes, quoi.
Mais tu sais, il n'y a pas d'école de parents, Pierre Edel. Non, il n'y a pas d'école de parents. Donc il est peut-être vrai, sans jugement, on constate simplement que aussi compte tenu de les parents ont peut-être démissionné aussi. C'est ça le gros problème. Parce que c'est ça. quand même une sacrée responsabilité que de vouloir avoir des enfants Eh oui. avec ce que nous traversons Eh actuellement. oui, eh oui, eh oui. Mais je pense que ça a commencé, ça date pas d'hier, ça a commencé avec les années 50, 60, la révolution sexuelle, etc. Ça a du bon, moi j'en suis un pur produit, mais c'est là que ça a commencé à vraiment déconner, je pense. Et bon, bah, je fais partie d'une génération, je pense, qui essaie un peu de recoller les pots cassés. Et voilà, on va y arriver petit à petit. De toute façon, faut bien qu'on y arrive. Faut qu'on se bouge le cul. Tu dis souvent il faut. Il faut. Ouais. Parce que j'ai pas dans l'idée, moi, qu'on soit dans un espèce de, qu'on vive dans une espèce de gelée comme ça, où on se laisse porter, on se dit je vis comme je veux. Moi, je pense qu'on vit comme on peut. Et qu'il faut parfois il faut se foutre des coups de pied au cul quand même et faire des trucs, des sacrifices. Voilà. Faut pas faire plus que ce dont on est capable, hein, parce que sinon voilà, c'est la dégringolade. Et faut avoir conscience de son niveau, à mon avis, de se dire bon, je suis capable de faire ça, faut que j'essaie de faire ça. Il faut. Et si toi tu réussis, d'autres peuvent aussi réussir. Ben, j'en sais rien, mais oui, c'est certainement, oui, évidemment. Mais ça te convient bien apparemment. Tu as suivi ton épouse avec laquelle tu as Rada, qui a 1 an et demi maintenant, mais en même temps, elle t'a laissé libre accès aux connaissances qu'elle avait. C'est-à-dire qu'elle s'est jamais approprié ses connaissances, et puis moi, quand j'ai commencé à embrayer là-dessus, je l'ai vite rattrapé, et elle a dû prendre le train en marche aussi, quoi. Donc on y va tous les deux ensemble, quoi. C'est vraiment un truc où on avance tous les deux, tous les trois, j'ai envie de dire, avec ma fille. Donc de toute façon, tout seul, on n'arrive à rien, hein. Le mec qui va aller méditer dans la forêt, il va pas tarder à se retrouver foufou, quoi. Ah oui, mais ça a été très à la mode, hein. Oui. Tu as peut-être connu, enfin, tu n'as pas connu, mais tu en as entendu parler, cette période New Age, Oui. tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, etc. Hein? Bah c'est voilà, on prend l'emballage du spirituel et puis à l'intérieur ça reste creux comme une coquille vide. Donc ça me parle pas des masses. C'est pour ça que moi, je pense pas qu'on... L'habit ne fait pas le moine, voilà. Vite fait, bien fait, l'habit ne fait pas le moine. Tu penses qu'en ayant j'allais dire ces convictions, hein, tu penses que tu es vraiment fait pour le show business? Parce que ça s'appelle comme ça, de toute façon, tu seras obligé un jour ou l'autre, Pierre Edel, de faire des concessions. The Voice, c'était déjà une concession. Mais je pense pas que l'un soit incompatible avec l'autre. Il y a George Harrison, par exemple, il faisait partie exactement du même mouvement que moi. Et au contraire, il a aidé à le populariser énormément. Et puis il y a des gens comme Sting qui sont des gens, des bouddhistes, des végétariens, des mecs qui n'ont pas besoin de se droguer la gueule en permanence ou d'aller sauter n'importe qui à droite à gauche pour voilà. À la base, on est musicien, hein. Même si c'est du show business, ça reste de la musique, quoi. Donc la musique, c'est quand même censé être quelque chose de, si c'est pas spirituel, au moins de très subtil et qui est censé élever l'esprit et l'âme. Alors musicien, chanteur, musicos, hein, comme on dit dans notre milieu, enfin Zikos. dans votre milieu, bon musicos, avec les tontons matos, où on fait en même temps le musicos et le tonton matos, voilà. Et pas le tonton macoute. Et tu es multi-instrumentiste, tu joues du piano, de la basse, de l'harmonica, de la sitar, du rabab, de la guitare 12 cordes, puis de la guitare 6 cordes. On va loin là. La sitar, le rabab, j'y ai touché. Je peux pas dire que j'en joue vraiment, mais la guitare, ouais, ça doit faire 13 ans. Donc guitare 12 cordes, basse, guitare électrique surtout. Je donne des cours de guitare sur internet d'ailleurs. Justement, il y a des vidéos. J'ai également annoncé que tu étais professeur de guitare à Paris. Voilà. Pour l'instant, j'en donne pas physiquement, j'ai pas le temps, mais il y a des vidéos de cours qu'on peut regarder sur internet. Ça s'appelle les cours VK. Il suffit de taper les cours VK sur YouTube. Très intéressant d'ailleurs ces cassettes sur YouTube où tu apprends la technique vocale, comment chanter aigu. Il y a un peu de tout. J'ai mon ami donc, qui donne des cours de batterie, moi des cours de guitare et un peu de chant. Et puis c'est quelque chose que j'adore partager parce que la musique, elle est faite de pratique. Puis elle est faite de secrets aussi.
des petits secrets qu'on se passe de l'un à l'autre. Et même avec Internet, ça reste encore, il reste encore pas mal de secrets à découvrir, quoi. Donc on essaie de les partager quand on les découvre. Mais c'est important que ça reste des secrets parce que le jour où tout le monde le saura, ça ne seront plus des secrets. Bah, de toute façon, ça reste des secrets qui sont durs à maîtriser. Alors cette technique vocale, tu parles de technique vocale, de cette voix. Tu as toujours eu la voix très aiguë? Non. De toute façon, n'importe qui est capable d'avoir la voix aiguë, mais pas n'importe qui est capable d'avoir la voix grave. Donc on est conditionné jusqu'à 5 ans à peu près, comme l'expliquait le docteur Abitbol, chez qui j'étais il n'y a pas longtemps, qui est l'ORL des stars, en quelque sorte. En fait, on est conditionné jusqu'à peu près 5 ans, et nos graves, on ne peut pas descendre en dessous, quoi. Mais les aigus, presque n'importe qui est capable de chanter dans les aigus et les suraigus, comme Led Zeppelin, comme ceci, cela. Comme Queen, avec du boulot on peut y arriver. Donc moi tout le monde me disait t'es baryton, donc baryton c'est en dessous de ténor, c'est-à-dire que c'est pas censé aller très aigu. Et moi je sentais que non, j'ai envie de chanter comme un ténor. Donc finalement avec le temps, tout s'en va, et les déceptions et les craintes avec, et finalement je suis ténor en fait. Donc ces aigus je me les suis appropriés, et puis voilà, j'ai bossé dessus. Et il y a une période où je les mettais bien en avant parce que j'étais bien fier d'avoir réussi enfin à faire ce que je veux. Et puis maintenant, ça va. J'arrive à redescendre un petit peu et à mettre peut-être un peu plus l'accent sur le texte ou l'émotion. J'ai plus besoin de me la raconter autant qu'avant. Mais un petit peu quand même, j'ai quand même un peu besoin de me la raconter. C'est-à-dire, le chanteur, il y a l'organe vocal, les cordes vocales, et puis après, il y a l'interprétation. Voilà, c'est ça. Ce vibrato que tu as, il est naturel ou tu l'as travaillé? C'est pareil, je crevais d'envie d'avoir un vibrato. Quand je bossais à Londres dans l'école de musique Vocaltech, je demandais à tout le monde, mais comment tu fais pour avoir ce vibrato? Et les gens me disaient, mais c'est naturel, je fais ça, et ça sort tout seul. Et je lui dis, mais comment tu fais? Et puis à force de m'acharner, j'ai réussi à le choper. Et j'en ai chopé trop. Et du coup, c'est devenu un tic, et là, je suis en train de bosser pour essayer de le maîtriser et de pas le mettre sans arrêt partout. Voilà. Alors pour moi, excuse ta modestie, mais tu connais comme moi le mystère des voix bulgares, mais moi il y a le mystère de la voix à Pierre Edel. Comment tu peux grimper dans les aigus aussi facilement et ne pas te péter une corde vocale? Tu as pensé qu'un jour, vocalement, tu pourrais risquer d'avoir un problème parce que n'oublie pas, c'est un muscle, il faut l'entraîner, faire travailler. Évidemment. Il y a une hygiène de vie. Oui. J'ai déjà eu des aphonies. Oui, ça m'est arrivé. J'ai déjà eu des périodes où pendant 1 mois, 2 mois, je pouvais pas chanter et quasiment pas parler, quoi. C'était comme ça. Tu avais mal utilisé ta voix alors? Oui, j'ai fait des conneries, et puis c'est vrai qu'au niveau de l'hygiène de vie, comme tu dis, il y a une période où j'étais pas très axé sur l'hygiène. Voilà. Mais chaque voix est unique en fait, et c'est comme les empreintes digitales. Donc on a tous nos forces, nos faiblesses, et puis voilà. Mais il y a un chanteur qui s'appelle David Coverdale, et qui m'a beaucoup inspiré, parce qu'à la base il avait une voix très grave, comme ça, magnifique dans les graves. Il a chanté dans Deep Purple dans les années 70. Et puis à la fin des années 80, il s'est dit je vais me mettre à la mode et je vais partir dans les voix suraiguës, et bam. Donc là il avait un ambitus, une palette, je me suis dit c'est incroyable. Si lui il peut le faire, je peux le faire aussi. Donc c'est lui qui m'a donné un peu cette espèce d'impulsion et d'envie de réussir à percer dans les aigus, quoi. Tu penses qu'une voix comme la tienne, très personnelle comme elle va pouvoir un jour ou l'autre, je pense par exemple à la voix de l'ami Balavoine aussi, qui n'avait rien trafiqué, parce que je pourrais balancer le nom d'un chanteur d'un groupe qui lui s'était fait rétrécir une corde vocale pour pouvoir monter dans les aigus. Tu vois de qui je parle? Absolument pas. Le chanteur du groupe Gold. Ouh là là. Ah non, ça ne me parle pas. Non, ça ne te parle pas. Bon, pas important, mais Balavoine avait quand même une tessiture extraordinaire. Il pouvait monter, descendre et monter exceptionnel. Mais bon, mais en plus, il le faisait, on le voyait bien. Il ne trichait pas. Voilà. C'est facile. Alors que quand même, ça c'est une question que je voulais te poser aussi, on sent que lorsque tu chantes Amsterdam, on sent qu'il y a quand même un effort vocal puissant. Disons qu'en plus, il y a la distorsion qui vient s'ajouter à ça. On peut chanter une note aiguë de façon claire et une autre de façon éraillée. Donc là, il y a le jeu de scène en plus qui va avec. Mais dans la version que tu as mise, qui date de Moscou, je prends les mêmes notes avec une voix plus claire. Alors que c'est vrai que sur The Voice, j'ai voulu y mettre carrément la patate et
avec la voix éraillée et tout le jeu de scène qui va avec. Mais c'est pas forcément un effort surhumain. D'accord. On peut chanter un concert comme ça pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ça va, quoi. 1h30 comme ça? Oui, Oui. faut être en forme, mais ça se fait. Ouais. Alors il y a cette version que tu as mise ce matin sur ta page Facebook. Ouais, Facebook. FSB. Oui, oui. Purple Haze. Purple Haze, Elle est géniale. Ah oui, oui. Oui, oui. Ouais. Quand j'étais chanteur de bal, je la chantais phonétiquement parce que bon. Mais bon, l'interprétation est magistrale. Et là aussi, on sent que tu as envie de t'approprier les chansons qui ont été chantées par d'autres. Bah disons que déjà Hendrix c'est un monument, hein, c'est un peu comme disait Splin, voilà, posé à côté de la Joconde. Donc on a essayé de faire quelque chose qui soit assez proche de l'original, mais ouais, dans les arrangements c'est vrai que c'est le guitariste qui a fait le gros du boulot, hein. C'est lui qui a tout mixé, il a sa petite boîte de prod. Mais Hendrix à la base c'est pas un chanteur à proprement parler, c'est pas un virtuose de la voix, donc je me suis dit allez, je vais mettre 1 ou 2 difficultés en plus histoire de corser le truc, que ce soit un peu plus sportif. Donc j'ai ajouté les petites montées et c'était génial à faire. Le clip, on s'est éclaté quoi. Alors d'autres questions, Céline, peut-être est-ce que Pierre l'a déjà dit, mais a-t-il parlé de sa relation avec son coach, Garou je crois. Est-ce que ça a été enrichissant? C'était génial. Garou, c'est un mec qui est... Déjà, je me posais toujours la question, est-ce que ces mecs, ils savent jouer d'un instrument de musique? Et là, j'ai été servi, quoi. Et j'ai mis des vidéos sur YouTube qui le prouvent. Super pianiste, super guitariste, super trompettiste et chanteur incroyable. Ça, tu l'entends sur un disque, bon d'accord. Mais quand il est juste à côté de toi, sans micro, et qu'il commence à chanter, ça calme, quoi. Je me suis dit, c'est vraiment un grand chanteur. Et humainement, un mec génial, toujours dans la déconnade, dans l'autodérision, simple, facile d'accès, tu vois, vraiment. J'étais étonné de ça, quoi, parce que c'est une superstar, il pourrait se permettre d'avoir la grosse tête. Mais il ne l'a pas. Et cette photo qui a fait le tour du web, où tu es à côté de Florent Pagny, comment est-il, Florent? Bah, j'ai pas eu l'occasion de vraiment beaucoup le côtoyer. Quand on regarde bien, moi j'aime bien voir ce que c'est que la morphopsychologie, tu vois, en même temps la morphologie du visage. On le sent un peu contracté, il pose, mais il n'est pas là. Bah, moi j'ai écouté quelques interviews de lui et j'ai écouté ses chansons toute mon enfance. C'est un bosseur, hein, ça je reconnais que vocalement. Bosseur, c'est un tout petit bonhomme. Hein, il est petit, ouais, de taille. 1m60. Ouais, peut-être, ça doit être ça. Mais je l'ai écouté toute mon enfance. Donc c'est pour ça que j'étais. Pour moi, c'était un peu un rêve de gosse de le rencontrer. Waouh, c'est Florent Pagny, quoi. Toute mon enfance, j'ai écouté ses chansons. Mais j'ai pas eu l'occasion vraiment de le côtoyer. C'est peut-être un petit peu. J'aurais bien aimé. Voilà. Mais je l'ai pas choisi en tant que coach, voilà, justement, parce que c'était cette espèce de rapport d'affect déjà dans ma tête et j'avais pas envie de me prendre en jeu, tu vois. J'avais 2 occasions de le prendre en coach, mais je me suis dit non, je vais laisser ça de côté. Tu aurais pu chanter une chanson de Pagny. Oui, et c'est ce qu'on avait prévu pour le live suivant si j'étais pris. Ouais. Et tu aurais chanté N'importe quoi. Qui est sa chanson qui l'a fait connaître, quoi. Dis-moi, pourquoi t'es plus là? C'est ça. Je déconne. Nico écrit « Ah, j'ai la fusion Jimmy Page et David Coverdale sur un album des années 90 génial, que Pierre doit connaître. Dommage qu'ils aient pas recommencé ensemble. » Ouais. J'adore cet album, surtout une ballade qui est magnifique dessus que personne ne connaît et qui s'appelle « Why don't you take me for a little while ?» Il y a un clip hyper kitsch où t'as Jimmy Page avec une guitare et où il y a 1 milliard de manches. C'est une chanson magnifique et moi aussi je déplore qu'ils n'aient pas sorti un album ensemble, mais ils ont fait la tournée 1993 je crois, ou 94. Les vidéos sont sur YouTube et ils chantent et du Whitesnake et du Led Zeppelin et les morceaux de leur album et c'est génial. Pour moi, voilà, c'est énorme. Ils auraient dû continuer, mais je crois que Robert Plant, le chanteur de Led Zeppelin, n'était pas très content. Voilà. Tu as été approché par les majors, comme on dit? Absolument pas. Universal? Non. J'ai eu aucune retombée. Aucune retombée de maison de disques? Non. Même de producteurs indépendants, de labels indépendants. Mais ils regardent peut-être pas The Voice? Peut-être, j'en sais rien. Je m'attendais pas à quoi que ce soit, donc là je suis pas déçu. Je m'y attendais pas. Oui, mais avec le recul maintenant ça fait. Mais c'est vrai que je sais qu'il y en a 5 ou 6 qui a déjà bien longtemps été approchés, bien avant les primes.
Ce qui veut dire tout simplement que je ne corresponds pas au catalogue. Voilà, tu n'as pas les En France, en critères tout cas. en Ouais. français. En France, je corresponds pas au catalogue. Et tu as eu des retombées par rapport enfin, je pense que The Voice est diffusé aussi en Russie. Oui, mais eux, c'est The Voice Russie. Ah oui, d'accord. Mais je leur ai... ouais, ils ont vu les vidéos. Et Peut-être vas-tu faire The Voice, mais en Russie. c'est marrant, tout le monde me pose la question. Peut-être, j'en sais rien. Peut-être un jour. Comment tout le monde ne suit pas tout le monde, moi non, mais Tout tu y le as monde pensé, oui. et Jean-Claude Et Jean-Claude Carton me Carton, pose la d'accord. question. Peut-être, on verra. Et j'en tu sais accepterais rien. Pourquoi pas? Ça peut être rigolo. tu vas repartir, là tu es à Paris de passage. Tu sais pas. Ouais, je sais pas. Tu vas où le vent te porte. Voilà, j'ai quelques castings. Je reviens d'un casting ce matin. J'ai quelques petits trucs. On verra. J'en sais peut-être la Thaïlande, peut-être la Russie, peut-être rester ici un moment, peut-être l'Inde. Je sais, on verra. Pour l'instant, rien ne me presse. En fait, j'allais dire, ton ego a été heureux de participer à The Voice. Maintenant, c'est une page qui est en train de se tourner tout Exactement. doucement. Et Ouais. voilà, tu n'attends rien, tu espères tout. Et voilà. Ou tu espères rien et tu attends tout. Ça dépend des moments de la journée. C'est-à-dire. Écoute, ça dépend avec qui je discute, dans quelle atmosphère je suis. C'est clair, quand je suis avec mes potes musiciens, eux ils ravivent un peu, ils titillent le côté Pierre Edel, The Voice Showman, qui aurait bien envie de se faire signer un joli contrat et faire plein de concerts. Et puis quand je suis avec ma femme et qu'on regarde des photos de plages ensoleillées à des milliers de kilomètres d'ici, et c'est plutôt le Pierre Edel qui s'en fout un peu. Alors, tu peux continuer à chanter Mais de toute façon, je chanterai quoi qu'il arrive. pour ta femme et ta fille. Mais exactement, et puis pour mes amis. Mais bon, là, je dissocie bien la musique et la musique business. C'est pas la même chose. Voilà. On verra bien. Donc, aucune inquiétude sur l'avenir. Ah bah non. Non, aucune inquiétude. Aucune. Mais tu as déjà un groupe à Moscou, tu joues dans un groupe ou ici à Paris tu as déjà des musiciens constitués ou des mecs que tu connais bien avec qui tu peux aller faire des spectacles, C'est plutôt des des jams, ouais, je travaille un peu au gré des propositions. J'ai pas de groupe fixe. De temps en temps, il y a quelqu'un qui m'écrit, qui m'envoie un truc et il me dit viens on joue ensemble. Et je lui dis pourquoi pas. Et puis moi je suis assez taquin aussi et je suis assez culotté, donc j'envoie des messages aux gens que j'aime, aux rockstars, voilà, machin. Et de temps en temps ça marche. Et là en Russie je viens de sortir un disque avec quelqu'un qui est une énorme rockstar en Russie, qui s'appelle Sergei Mavrin, et guitariste du groupe Aria. Donc c'est un mec qui remplit encore aujourd'hui des stades, des dizaines de milliers de personnes. Et je lui ai écrit et il m'a dit pourquoi pas, et on a fait un disque ensemble. Comme quoi dans ce milieu il faut avoir du culot. Voilà. Important. Culot ou courage ou inconscience. Voilà, un peu de tout, un peu de folie, un peu de panache. Voilà. Faut pas rester terré chez soi avec son ordinateur et son logiciel pour faire de la musique. Faut sortir un peu, faire de la musique, rencontrer des gens, faire de la musique dans la rue. Et puis voilà, utiliser Internet à 100%, quoi. Alors dans toutes les chansons que tu m'as envoyées, tu sais, j'ai accepté, sachant pertinemment, mais il n'y a que moi qui le savais. Pour moi, une émission, mon émission, mes émissions, elles sont réussies quand il y a le moins possible de musique. Ah ouais. Ben oui, parce que c'est pas des émissions musicales. Tu comprends ? C'est vrai. Voilà, mais Ouais. en même temps, ça permet aussi à mes invités ça me permet de dire à mes invités, bon alors toutes les chansons, parce que je n'ai pas que des chanteurs ou des chanteuses, tu peux en parler autour de toi, hein, je prendrai pas n'importe qui, n'importe comment, et il faut quand même attendre un petit peu avant de venir, c'est pas comme à The Voice où il doit y avoir une pléthore de mecs comme ça, tu vois, mais bon, la petite dont tu parlais là, comment tu étais à son spectacle Ah oui, Mélissa Bon. Oui, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Bah, Et je me dis, la vocation d'une web TV, même privée, c'est peut-être aussi de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas ailleurs, quoi. Bah, je pense aussi. Ouais. Hein, c'est quoi, Carrément. un peu le. Hein, dans toutes les chansons que tu m'as envoyées, laquelle tu aimerais que l'on passe en français ou en anglais? Et écoute, on est en France, passons du français. Il y en a une qui me semble qui s'appelle Gradus ad Parnassum. Elle est très spéciale, elle est très en marge, mais ça peut être rigolo. On y va? Allez, on y va.
c'est le vice pour de l'amour. Je bois mon sursis, je dépense le crédit de ma vie. Lampadaire géant, phare sombre, café, belvédère au mât, 50 étages en fût. C'est ma torche d'acier et d'audace. Pise droite, la tour Montparnasse. Minuit, l'heure des satires, le malin invoque ses sbires, et la ville se prépare au pire. Et dans chaque piège tissé avec soin, nos pieds se démènent d'envie. Ensemble on parcourt le boulevard, bavard. On s'approche de l'antre du diable, où les égarés dansent sur les tables. À la lumière rouge, les péchés vont luire, des cercueils entr'ouverts relâchent leurs vampires. Bunker, vague bateau, branlant chapiteau. J'avance et je jette mon manteau, je lis les chiffres latins sur la peau des marins, et les chiffres arabes sur la carte des vins. Ici l'air est fumé, cigarette allumée, l'eau est peinte brumeuse, peinte d'or voilée. On danse et on danse dans cette maison en chantant à tue-tête de paillards de chansons, aux balades de viols et des ménestrels, au son des guitares et à la voix de Brel. On va boire à la cruche, baffrer à la gamelle, qui telle une folle ruche, suante de miel. Se jouer de nos vies et vivre pour le jeu. À présent que le monde se noie dans sa folie, je m'apprête à brûler dans mes propres scories pour que nous bâtissions la nouvelle Pompéi. Sur le calendrier de notre nonchalance, les cendriers croulent sous le purin que se plaît à nous tendre un orfèvre malin, architecte inspiré de notre déchéance. J'entends les marins cherchant ma céruse, à gorge déployée, il rit au bras des muses. Et moi dans ma poche je palpe ma druse, caillou cristallin, c'est venu d'enfer. Or de Berlin, pimpin, sucre de Jupiter, et le blanc et le prisme de toutes les couleurs. Il faudrait une naguère et puis un trait de Malte, pour lessiver ce goût d'acide et de basalte. Si la vie est un jeu, si les dés sont jetés, si l'on peut traverser une vie en beauté, les cartes du destin sont cachées à ma face, et cynique, je ne peux jouer que de grimaces. Certains comme moi jouent la fatalité, ceux-là même qui ne trouvent pas la sérénité. On vit de chaos, de crimes et de sentences, et pourtant je nourris ma foi faible et mêlée, car aujourd'hui encore, les saints de renommée prient pour notre délivrance. Vous regardez la Web TV Étoile du Cœur, encore quelques minutes avec Pierre Edel en direct sur le net. Alors désolé pour la panne qu'il y a eu tout à l'heure, mais enfin, faut pas m'en vouloir. Elle a duré quoi, 2 minutes 30. Mais vous êtes vachement impatient des fois. Hein, soyez tolérants quand même avec les artisans qui font tout ça avec leurs petites mimines. Oui, on sent quand même la marque de Gainsbourg. Ah, celle-là, c'est clair et net, bien évidemment. Ouais. C'était une période très gainsbourgienne en plus, quand j'ai écrit cette petite chanson, cette petite boutade. Bah oui, parce que c'est quelqu'un qui est là. Parfois, on a envie de prendre des raccourcis, on n'a pas envie d'aller chercher Coltrane, Miles, Thelonious, Frank Zappa. On se dit, allez, je vais pas me faire chier, je vais prendre Gainsbourg. Lui, il a déjà fait, il a déjà fait le compte. Et puis voilà. Et puis on se fait une petite chanson comme ça, une petite boutade gainsbourgienne. Mais oui, il y a une période où j'avais beaucoup plus de temps à consacrer à la composition et je pouvais me faire un mois où j'écoutais que du John Coltrane ou un mois où j'écoutais que du
du Herbie Hancock, Oh. des trucs comme ça. Donc tu écris, tu composes. Ouais, beaucoup. Hmm. Mm. Et là, c'est toi qui joues de la guitare? Ouais. Là aussi. Mm. Mais ça, c'est très complet, alors, parce que il y a quand même, à ma connaissance, il y a quand même pas assez il y a beaucoup plus d'interprètes Ouais. que d'auteurs, compositeurs, interprètes. Bah, Ça devient rare comme denrée. Hein. À qui tu veux que je refile un texte pareil? Tu vois ce que je veux dire? Mm. Qu'est-ce que je vais en faire de ce texte? Je vais je vais le jouer. J'ai pas envie de chanter ça. Ça me tient vraiment à cœur, mes textes. J'ai pas envie de les chanter devant des gens qui en ont rien à foutre. En Mm. fait. Moi, je veux bien chanter du Led Zeppelin devant des gens qui en ont rien à foutre parce que ça gueule, on s'amuse et tout machin. Mm. Et c'est peut-être pour ça que j'ai un peu peur encore à vraiment sortir mes trucs parce que les textes, surtout français. N'aie pas peur, Pierre, s'il te plaît. N'aie pas peur. T'as raison. C'est pas une question. Tu as tout à gagner. Ouais. J'ai pas envie, tu vois, même si ça me fait marrer même de chanter dans des bars, mais je vais pas aller chanter ça dans un Mm. bar parce que personne va entendre. Mais c'est c'est même pas ce que tu écouter, penses. c'est entendre. C'est tu vois. peut-être ce que tu penses, toi. Mm. Est-ce que tu as essayé déjà? Et c'est là que tu m'as eu, tu vois. Et je n'ai rien à répondre, votre honneur. Ça va venir. Prochain clip, mon prochain clip en français va bientôt sortir d'ici 2 semaines. Je me suis enfin, je me jette à l'eau. Donc voilà, ça va venir. C'est une chanson qui s'appelle Paname et qui parle de Paris. De Paris, ouais. Voilà. Donc, Paname. Paname, Paname. Donc ce sera une première pour moi. Non, c'était Padam. Oui, mais là ce sera Paname. Mais Paname, Léo Ferré l'a chanté. Ah. Tu as été. C'est aussi. Léo Ferré t'inspire en tant que. Non pas que chanteur, forcément, quoique c'est un super interprète. Je le trouve génial, mais j'ai beaucoup de mal avec lui. Avec quel chanson? Avec Ferré. Avec un peu avec tout, parce que j'aime pas parler de ces trucs, voilà, machin, la sensualité, ces choses-là. C'est pas du tout un thème qui m'inspire en français. C'est très rare que j'arrive à trouver une. Moi, j'aime bien en fait Gainsbourg pour sa pudeur, par exemple. Et Léo Ferré, c'est un génialissime chanteur, interprète, musicien, mais je trouve ça trop grossier. Pour Tu moi. penses à quel texte en particulier? À Je quelle sais chanson? pas, la blessure, cet extra. J'écoute ça, ça me dérange. Ça, j'y arrive pas. Mais alors, t'es toute Ça me nue frustre. sur ton poule, il y a la rue qui est ma boule, joli Voilà, môme. c'est ça. Non Ouais. C'est mignon. Il va y avoir le livre Ça de Ferré. là. devrait être mignon, mais moi je sais pas, c'est peut-être lui qui Mm. m'envoie un truc que j'ai du mal à digérer. Mm. Peut-être que si c'était chanté par Brel, j'aurais moins. Tu me diras, il pisse comme je pleure sur les femmes infidèles, c'est un peu crade aussi. Mais Brel, il a cette pudeur, je sais pas, qui transparaît de lui, et Ferré, il me dérange, je le trouve un peu grossier. Mais c'est mon ressenti à moi par rapport à lui. Je l'ai jamais connu, donc j'en sais rien. Tu savais que dans la chanson Amsterdam, Jacques avait changé un verbe? Ah oui? Oui, je te dirais. D'accord. Ouais, je regarde personne, mais il l'avait changé. Oui, parce que c'était vraiment. Et je pisse comme je pleure sur les femmes infidèles, ça c'est déjà. Mais il avait changé. Il avait changé un mot. Alors, il y a eu 2 autres messages de Christian qui écrit Pierre est un apôtre pour les nouvelles générations. Surtout pas, alors là, c'est la merde. Mais Reynald, je suis fou de joie que tu regardes cette émission. Je te dirai qui est Reynald. D'accord. C'est un très très bon ami. Reynald écrit, Reynald Roussel. Oui, mais un apôtre sexy. Ah, en plus. Non, mais merci beaucoup, parce que je prends ça comme quelque chose de positif, ça me fait plaisir. C'est gentil. Alors, comme je suis obligé de remonter mon micro, de prendre ce lien, de le couper, de l'aller vers un autre truc pour regarder s'il y a d'autres messages avant C'est du boulot. de terminer cette émission. Ouais. Oui, mais tu sais quel plaisir, toi. Bah évidemment. Tu sais depuis combien de temps nous sommes ensemble en direct? Ça fait combien de temps? 2h30. 2h30. C'est pas vrai. Une Ça fait pendule 2 derrière heures et toi, demie. oui. 2h30. Incroyable, c'est passé comme 10 minutes. Ben, tu vois, ça c'est le compliment. C'est Le vrai. compliment des invités qui me disent on n'a pas vu le temps passer. Du tout. Donc tu vois, on n'a pas besoin d'avoir Internet pour être ensemble pendant 2h30 et discuter. Bon, tu aimes discuter, j'aime discuter, ça tombait bien. Quoi. Certes, moi Mm. j'aime beaucoup discuter. Encore, j'essaie de me retenir, tu vois. Ben, tu reviendras dans quelques temps. Mais avec grand plaisir. Hein Voilà. Quand tu gagneras 100 millions. 100 000 euros. 100 millions, allez. 100 millions. Ouais. Ouais. De roupies. Qu'aurais-tu envie de rajouter, Pierre Edel? Oui, ne pas oublier, demain, à partir de 15h, le mur de la paix. Bien sûr. Vas-y, annonce ton... Demain,
à 15h au Mur de la Paix, au Champ de Mars. Je jouerai, on jouera, on chantera, je dédicacerai des photos et puis on fera ce que vous voulez, on ira au resto, on se fera une bouffe. Voilà, petite rencontre Alors entre nous. Les filles sont admises, mais les hommes aussi, les garçons aussi. Hein. C'est limite, mais il y a un quota. Il y a un quota. Il y a un quota, Voilà. c'est-à-dire 95% de filles, 5% Voilà. de garçons. On est d'accord. Exactement. Je ne m'engage à rien, mais je te promets que si je peux venir demain, je sors rarement, mais peut-être qu'on viendra de faire un petit tour avec Céline. Avec plaisir. Peut-être, je sais pas, moi, on verra, avec des copines, des amis. Avec plaisir. Qu'aimerais-tu rajouter ? Ce que j'aimerais rajouter, c'est merci à tous. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, tous ceux qui m'ont supporté dans les deux sens du terme. Et puis voilà, continuez s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Vous n'avez pas spécialement besoin de moi, mais moi j'ai vraiment besoin de vous parce que la musique ça se partage. Donc j'ai pas envie de chanter pour mon mur, pour mes 4 murs. Voilà, merci. Merci Vincent de m'avoir fait rencontrer Pierre Edel. Parce que Vincent a été l'intermédiaire. Certes. Vraiment, c'est marrant parce que Vincent, il n'en pouvait plus. Il attendait 17h, comme c'est pas possible, tu vois. Et puis, pas un mot, rien du tout. Il n'a pas mis de commentaires. Vincent, merci beaucoup. Je crois qu'il est impressionné aussi. Oh là là, le mot est grand. Ce fut un plaisir en tout cas. C'est tout ce que je peux dire. Bonne route, Pierre. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Non, je prends pas le large ce soir, je prends le large mardi matin. Je me casse à Londres. Et puis j'irai faire un petit tour à comment ça s'appelle, Stonehenge. Pierre doit connaître Londres. C'est sympa Londres, ça va, c'est pas trop cher. Qu'est-ce que c'est speed? Qu'est-ce que quand on va dormir chez l'habitant, oh là là. c'est speed. Ah ouais. Non, je peux pas. Bon, écoute, j'ai eu ma dose de Londres. Comme c'est la première fois que j'y vais, j'en reviendrai. Tu vas t'éclater. Donc tout ça pour vous dire qu'il n'y aura pas d'émission pendant plusieurs jours. Et justement, ça tombe bien, puisque la prochaine émission aura lieu le mardi 22 avril. Et elle sera animée par Céline Manchon, Petit Théâtre et Compagnie. Le mercredi, Sylvie Nac. Le jeudi 24, Olivier Burette. Et puis le vendredi 25, Jean-Luc Maxence, 17h-19h. Et le docteur Alain Delabeau, 19h30, 21h30. Puis n'oubliez pas, je vous donne rendez-vous le 29 avril, mardi 29 avril. Je me fais ma promo. Je serai interviewé par Sorine. Ben oui. Comme ça, au moins, je serai sûr qu'il y ait une télévision qui m'aura interviewé à propos de mon bouquin. Hein, parce que si je ne me prends pas soin de moi, qui c'est qui va prendre soin de moi? Allez, salut. Prenez soin de vous. Et vous pouvez aller regarder à la télévision. Au revoir. Vous regardez 3 télévisions, bonsoir.